Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Georges Fenech est là, Vincent Roy aussi, on commente l'actualité. On a entendu Rima Hassan tout à l'heure exhorter la France lors d'une prise de parole au Parlement européen à changer de ton vis-à-vis de l'Algérie. Othman Nasrou, secrétaire général des Républicains, a réagi à ces propos. C'était ce matin sur CNews et Europe 1. Je demande à Rima Hassan de changer de ton vis-à-vis de la France, dont elle est censée représenter, porter les intérêts et les couleurs. Et je constate qu'elle fait effectivement l'inverse. Madame Hassan n'est pas aujourd'hui la représentante des intérêts français. C'est une réalité, c'est une évidence. Et en vous disant cela, je ne comprends pas pourquoi Madame Hassan se fait élire comme députée européenne française si c'est pour être contre la France. Vous savez, on peut vivre dans n'importe quel pays du monde, on peut défendre les idées qu'on veut, mais il y a un moment où il faut sortir d'une grande hypocrisie, et moi je le dis très clairement, tous ceux qui ont fait de leur fonds de commerce cette détestation de la France, Madame Hassan en est aujourd'hui l'égérie, et je pense qu'il faut absolument combattre ces gens-là, il faut combattre ce mouvement absolument par tous les moyens. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Georges Fenech, vous qui avez été magistrat, qui connaissez le droit, qui connaissez la loi, comment est-ce que à chaque fois qu'il y a des propos qui font réagir, énormément de Français en montrent les sondages, CSA pour CNews, pour Europe 1, pour le JDD, et pas que. Il y a aussi d'autres sondages, Odoxa et Lab, qui sont sur les propos tenus depuis notamment le 7 octobre 2023 par la France Insoumise, et tout particulièrement par Madame Hassan. Comment est-ce qu'à chaque fois, on arrive à passer sous la barrière judiciaire ? Il n'y a rien qui n'est pas c'est une députée française. On entend Othman Nasrou, qui accessoirement a été ministre il y a peu de temps sous le gouvernement Barnier, et qui dit mais c'est une députée qui représente la France. Comment est-ce qu'il y est elle passe sous les radars. Cette question-là, la justice n'a pas à se mêler, heureusement d'ailleurs, d'un discours purement politique, même si ce discours il nous irrite au maximum, puisqu'effectivement, on entend défendre des intérêts étrangers contre la France. Et ça n'est pas pénalement répréhensible. Par contre, il y a un certain nombre de propos qui, eux, tombent sous le coup de la loi pénale, qui ne sont plus politiques, mais qui sont constitutifs soit d'une apologie du terrorisme, ou d'un appel à la haine, ou d'une discrimination. Ceux-là, d'ailleurs, font l'objet, actuellement, contre Rima Hassan, d'instruction par le parquet et par des juges. Souvenez-vous de la plainte de François-Xavier Bellamy, lui-même. Oui. Voilà, laissons la justice intervenir sur ce qui relève d'infraction et laissons le débat politique se dérouler ailleurs que devant les instances judiciaires. Je crois que c'est important d'apporter des contrepoids et des contrepoints à ces discours, parce que Madame Rima Hassan, finalement, c'est la face immergée d'LFI au Parlement européen, mais c'est tous les jours qu'on entend de la bouche des autres nier même l'existence un jour ou l'autre de la France, puisque on s'attaque à la langue française, on parle de créolisation, on est contre la France. Oui, il y a un ressentiment, des comptes à régler, le bagage doit leur paraître trop lourd, et au bout d'un moment, ça s'exprime, ça se sent. Oui, il y a une haine française, voilà. Alors qui à la colonisation, on sait que par exemple Monsieur Mélenchon est né de l'autre côté de la Méditerranée, et donc ça lui a priori c'est ce qui pourrait faire en sorte il est pas le seul, hein. Non mais chez lui ça l'a tant marqué que voilà, il faut sans cesse qu'on s'excuse de la colonisation, et qu'il envisage une créolisation du pays en disant même la langue française. Enfin, en attaquant vraiment tout ce qui est caractéristique de la France que nous connaissons et que nous aimons. Bon, il y a donc là un problème qui doit c'est une négation de civilisation, en fait. C'est une négation de civilisation. Ah ben on est dans le... Je ne veux pas sortir les grands mots, mais on frôle le négationnisme. Oui, mais totalement. Mais je crois que là, on est chez Jean-Luc Mélenchon dans cette phase-là. Il n'a pas toujours été ainsi. C'est pourquoi je dis il y a des paliers, il y a des 15 phases. siècles d'histoire et de civilisation. Et ce qui m'avait marqué, moi je me souviens, c'était pas tant sur le fond, c'était sur la forme. Il y avait ce phrasé de Jean-Luc Mélenchon, et à un moment donné, il dit voilà, il faut la créolisation cette langue s'appellera non plus une langue française, une langue créole. Et puis les Français s'y feront. Oui. Voilà. Un peu comme un monarque qui dirait
écoutez, ça sera comme ça. Voilà, de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. C'est dans la logique des choses. Un peu dans aussi la logique qu'avait dit de façon un peu folle ce réalisateur Mathieu Kassovitz, qui avait dit que de toute façon, les Français de souche, il n'y en a plus. Oui, alors, c'est ça. voilà. Il y a quand même... Il y a quand même ça avait été repris par Madame Rousseau au Parlement, qui avait dit que les Français de souche, il n'y en avait plus. Il y a quand même une chose qui est fondamentale dans tous ces propos, c'est que ça revient à couper le français de ses racines. Ouais. Et dès lors que exactement, c'est très juste que l'on coupe un individu, que l'on veut couper à toute force, qu'un pouvoir politique veut couper à toute force un individu de ses racines, ça porte un nom, ça s'appelle le fascisme. Et c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a parfaitement théorisé quelqu'un comme Mussolini en Italie. Hein, la volonté était de vraiment couper quelqu'un de ses racines. Remonter à la Révolution que M. Mélenchon connaît très très bien. Regardez Robespierre, réinvention d'une autre religion, le culte de l'être suprême, réinvention d'un calendrier. N'oubliez pas tout ça. C'est un hébertiste, Mélenchon. Il connaît parfaitement son histoire. C'est très important. Je cite souvent la chute de l'Empire romain. Et après, il y a eu d'autres régimes. Et après, on a construit autre chose. Aujourd'hui, on est... La plupart des Français, sans vouloir d'ailleurs critiquer quoi que ce soit, on est dans l'ère du temps et donc on est habitué à on nous parle maintenant de l'IA, du quantique, et puis dans nos vies qui sont difficiles à tous les niveaux, eh ben on se réfugie dans une série télévisée sur Netflix, là, et il y a cette espèce de confort, cette petite ouate, vous voyez, confortable, accessible, et on en perd justement le fait que secrètement des choses peuvent intervenir qui nous échapperaient. Pardon, Georges. Non, ça rejoint d'ailleurs le débat précédent sur l'entrisme. En fait, quand on parle de djihad, il y a le djihad violent, celui qui se manifeste par le terrorisme, notamment. Je vais en Syrie, je prends les armes, je vais dans des camps d'entraînement et je vais commettre des attentats. Exactement. Mais il y a une autre forme de djihad, dans lequel notamment les frères musulmans s'illustrent quotidiennement. C'est ce phénomène d'entrisme soft, silencieux, qui s'habille sous des visages humanitaires, etc. Et moi, j'ai connu ça, par ailleurs, dans le phénomène sectaire. C'est toujours soft, on n'effraie pas. Si vous voulez. Et donc, si on n'a pas conscience de cela, apparemment, le gouvernement, le président de la République en ont enfin pris conscience, puisque ça fait encore l'objet d'un conseil de défense. Et donc, ce qu'on peut déplorer fortement, c'est qu'une partie de notre classe politique accompagne ce mouvement, finalement. C'est ça qui est terrible. Et on se demande, mais jusqu'où? Parce que quand vous vous rappelez que Jean-Luc Mélenchon a failli se qualifier pour le second tour des présidentielles, qu'aux dernières législatives, ils ont eu des députés élus au premier tour, dans des grandes villes, on se dit, mais jusqu'où ça peut aller? Et il fait tout pour en ce moment pour 2027. Oui, bien sûr. N'oublions pas ça. Bien sûr. Et n'oublions pas non plus que il théorise ce qui, d'une certaine façon, a déjà eu lieu. Je m'explique. En mobilisant une sorte de lumpenprolétariat dont on parlait tout à l'heure, en essayant de jouer sur ces cordes sensibles-là, un petit coup de Gaza, un grand coup d'antisionisme qui maquille un antiséminisme. Voilà, on fait résonner un certain nombre de choses et on essaie de trouver ce qui est issu de la Révolution, une légitimité. Je m'exprime. Monsieur Mélenchon a compris que la Révolution avait fonctionné avec une double légitimité. La France, c'est toujours un conflit de légitimité. Depuis la Révolution, on sait cela et on ne risque pas de se tromper. Vous avez la légitimité du jeu de paume, c'est le vote, et vous avez la légitimité de la Bastille, c'est la rue. La légitimité de la Bastille, d'une certaine manière, elle a fonctionné, elle a marché, c'est franco-français. C'est l'appel à la désobéissance aujourd'hui. Vous ne le trouvez pas ailleurs, et Monsieur Mélenchon, qui est un élève d'Hébert, si j'ose dire, et d'un hébertiste dans toute sa splendeur, a très bien compris que lui, il allait jouer la légitimité de la rue contre la légitimité de la Bastille. Il est en cela, d'ailleurs, c'est très curieux, il est en cela excessivement français. C'est encore ce qu'a dit, pour prendre un exemple concret, non pas Monsieur Mélenchon, mais Madame Rousseau, qui, lors des manifestations de la 69, a dit il faut respecter la loi, etc., etc., elle parle en député, mais je ne condamnerai pas ceux qui appellent à la désobéissance. Absolument. Donc voilà, on est très très loin du serment de j'ai même entendu, non pas de sa part, mais je sais plus qui, de ce mouvement-là, légitimer même d'une certaine façon la violence.
Vous vous souvenez? Oui, il y a eu ça, les attaques à Sainte-Soline, notamment. Exactement. Ah oui, on comprenait, en tout cas, on camions de comprenait CRS ont été volés. qu'il puisse y avoir des actes de violence. Là-dessus, je voudrais qu'on écoute Monsieur Coquerel. Il était ce matin sur Sud Radio. Emmanuel Macron veut une loi avant la rentrée sur la lutte contre l'entrisme islamiste. Voyons ce qu'en pense le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. LFI, faut-il le rappeler. Il est en difficulté politique et ce qu'il fait, c'est qu'il divise les Français avec ce bon vieux système qu'est le racisme, qui a toujours servi les possédants dans ces cas-là. Écoutez, il est franchement, raciste ici, Emmanuel Macron? Non, mais ça, ce qui produit, ça produit du racisme. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que les chiffres, maintenant, ils peuvent plus être contestés. Vous avez une augmentation de 75% des actes islamophobes dans ce pays. Et que fait Emmanuel Macron? Il pointe quelque chose qui est complètement poreux, c'est-à-dire dont un rapport qui est sorti récemment dit que c'était ni un danger sur le terrorisme, ni un danger sur une installation de califat, mais que finalement c'est une version intégriste d'une religion, d'accord, mais qui ne met pas en danger l'État. Et qu'est-ce que fait Macron? Il pense qu'il faut changer la loi encore pour durcir ces conditions. Est-ce que vraiment c'est ça l'urgence? La rhétorique est intéressante. Le mot possédant est sorti, vous avez entendu, c'est les possédants, vous voyez, donc on essaie encore une fois, on oppose, voilà, ben alors là vous avez tout un discours qui est déployé, alors tout un discours qui fait fi du réel et qui sert encore une fois cette idéologie dont nous parlions tout à l'heure. Mais qui fonctionne. Malheureusement, évidemment que ça fonctionne. C'est-à-dire que là, quand un certain nombre d'individus sur notre territoire entendent ce discours, comme on dit vulgairement, ça fait tilt. Ça fait tilt et ça peut avoir des conséquences. C'est un peu comme, je reprends quelques exemples qu'on a cités dans les reportages, notamment que les reporters d'Europe 1 font sur ces sujets-là, avec les jeunes qui sont approchés par des jeunes qui étaient jeunes mais qui le sont un peu moins et qui, voilà, et ça marche à quoi? Ça marche au cadeau. Tiens, je vais t'acheter une canette, je vais t'acheter un sandwich. Tiens, tu voudrais une nouvelle paire de chaussures. Tiens, on va aller la choisir pour toi. Et puis après, tiens, je vais t'expliquer comment ça marche. Tiens, tu pourrais faire ceci. C'est exactement, ce sont des policiers qui racontaient ça au micro d'Europe 1, notamment comment on chassait, comment on faisait la chasse au recrutement pour le trafic de drogue. Mais c'est la même chose pour l'entrisme islamiste. Tiens, je vais t'expliquer comment est-ce qu'il faut parler à un tel, comment est-ce que c'est tout ça. Et vous disiez soft en bon français, mon cher Georges Fenech. Pardon, excusez-moi. Non, mais doux. Vous avez raison, doux, voilà, mais on comprend mieux soft effectivement à l'oral. Vous avez raison. C'est la même méthode. Exactement, c'est tout à fait la même méthode. Elle est efficace, elle est sans douleur. On ne s'en rend pas bien compte au départ. Et quand on met le doigt dans l'engrenage... Et les jeunes sont influençables. Mais évidemment qu'ils sont influençables, évidemment. Et donc, dès lors que vous brandissez aussi à un certain moment un idéal, parce que c'est présenté comme un idéal. Bien sûr, tu vas devenir un héros. Et c'est la raison. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle Georges d'idéal. C'est la raison pour laquelle Georges a bien raison de rapprocher de parler des phénomènes sectaires. Oui. Parce que l'embrigadement, il se passe dans un cas comme dans l'autre exactement de la même façon. C'est 3 étapes. 20h.